Une sépulture sans identification. Un cercueil de plomb soigneusement scellé pendant 600 ans. Lorsqu'il fut enfin ouvert, il révéla quelque chose que les personnes présentes ne s'attendaient jamais à trouver. Non pas un simple squelette, mais un corps préservé comme s'il était mort quelques semaines auparavant. Et, à l'intérieur, du sang encore liquide 600 ans après la mort. Face à cela, les premiers arrivés sur les lieux ne purent penser qu'à une seule chose. Mon Dieu! L'union entre la science médico-légale et une enquête minutieuse a permis de percer un mystère resté caché pendant tout ce temps. La grande question était simple, mais fascinante. Qui était cet homme? C'est en 1981, dans la petite communauté de Saint-Bise, dans le nord de l'Angleterre, que cette découverte extraordinaire vit le jour lors d'une fouille archéologique de routine. Rien de semblable n'avait été observé auparavant dans ce contexte. L'état de conservation exceptionnel offrait une occasion extrêmement rare de mieux comprendre la vie et la mort au Moyen Âge. La période médiévale, comprise entre le 5e et le 15e siècle, suscite encore une immense curiosité. Tim Sutherland, l'un des archéologues les plus expérimentés de Grande-Bretagne, dirige une équipe spécialisée dédiée à comprendre comment vivaient les gens de cette époque à travers l'étude de leurs morts. Nous imaginons souvent le Moyen-Âge comme un décor de contes de fées, rempli de châteaux et de chevaliers. Pourtant, nous connaissons rarement les histoires des gens ordinaires qui luttaient quotidiennement simplement pour maintenir leur famille en vie. Dans les dépôts archéologiques se trouvent des centaines, peut-être des milliers, de squelettes médiévaux préservés. Pour les archéologues, chacun d'eux représente une occasion unique de reconstituer le passé. Chaque fois qu'un squelette est découvert, la recherche d'indices commence immédiatement. Il est presque impossible de ne pas imaginer ce que ces yeux ont vu, quels défis ils ont affrontés, et, surtout, de quelle manière cette personne est morte. Mais qui était donc celui que l'on appelle l'homme de Saint-Bise? La région située entre l'Angleterre et l'Écosse possède une longue histoire marquée par des guerres, des invasions et des conflits constants. Le Moyen Âge fut particulièrement difficile pour ses habitants. Les attaques et les pillages faisaient partie du quotidien des communautés des deux côtés de la frontière, atteignant même l'extrême sud de la région anglaise des lacs. Au début du XIVe siècle, les familles propriétaires de terres souffrirent intensément des campagnes militaires menées par des figures telles que William Wallace et Robert Bruce. Sur la côte du Cumbria se trouve l'église de St. Bees, l'une des plus grandes églises paroissiales du nord de l'Angleterre. Durant la période médiévale, il s'agissait d'un important centre religieux, entouré d'une intense activité monastique et de vastes propriétés dispersées dans les collines de la région. C'est justement là que, en 1981, eut lieu l'une des découvertes archéologiques les plus remarquables d'Angleterre. Une fouille de routine touchait à sa fin lorsque des étudiants en archéologie localisèrent environ une douzaine de sépultures appartenant à des moines et des prieurs médiévaux. Il s'agissait d'inhumations simples, ne contenant que des squelettes, exactement comme on pouvait s'y attendre après tant de siècles. Puis tout changea. Les archéologues découvrirent les vestiges d'une ancienne crypte funéraire, située très en dessous de la surface, sous le parking de l'ancien prieuré. À l'intérieur de la structure se trouvaient deux sépultures. L'une d'elles ne contenait qu'un squelette. L'autre, en revanche, renfermait un cercueil de plomb entièrement scellé. À cet instant, les jeunes chercheurs n'avaient pas encore conscience de l'importance de ce qu'ils avaient trouvé. Ils venaient de réaliser, sans le savoir, la découverte archéologique de leur vie. À l'intérieur de ce cercueil reposait un homme enterré depuis des centaines d'années, mais préservé comme si sa mort ne remontait qu'à quelques semaines. La découverte de l'homme de Saint-Base suscita rapidement l'intérêt de la communauté académique. Cependant, à une époque antérieure à Internet et aux réseaux sociaux, la nouvelle eut peu de retentissement au-delà de la région. Lorsque Tim Sutherland entendit parler de l'affaire pour la première fois, il était déjà considéré comme presque une légende parmi les archéologues.
Tim se souvient bien de la première fois qu'il a entendu parler de l'homme de Saint-Biz. À l'époque, l'affaire avait fait la une des journaux et tout le monde était extrêmement enthousiaste. Avec le temps, cependant, l'intérêt diminua, l'affaire perdit en visibilité et disparut pratiquement de la littérature archéologique. Des années plus tard, quelqu'un lui montra une ancienne vidéo de l'autopsie pratiquée sur ce corps. L'impact fut immédiat. Il s'agissait de l'autopsie d'un individu ayant vécu environ 700 ans plus tôt, et non simplement d'un squelette. Tim sentit aussitôt qu'il fallait découvrir bien davantage sur cette personne, sortir son histoire de l'anonymat et la restituer à la connaissance du public. Restait-il encore quelque chose de nouveau à apprendre? Serait-il possible, après tout, de découvrir qui il avait vraiment été? Plus de 3 décennies après la découverte originale, Tim retourna à Saint-Biz à la recherche de réponses. Sur place, il rencontra Ian McAndrew et Chris Robson, qui avaient participé aux fouilles et purent lui montrer exactement où tout s'était passé. La fouille de 1981, cependant, ne fut pas la première réalisée dans cette zone. Ils expliquèrent que tout avait commencé quelques années plus tôt, dès 1979, avec des fouilles sur un terrain ouvert proche de l'église paroissiale dans l'ancien champ du prieuré. Avant la grande découverte, les archéologues cherchaient à localiser les bâtiments originaux du monastère. Cependant, ils ne trouvèrent que très peu de vestiges d'intérêt. Pour compliquer encore le travail, cet été-là fut marqué par des pluies constantes, laissant une grande partie du terrain complètement détrempé. Faute d'alternative, ils décidèrent de transférer les travaux vers une zone plus sèche, le parking situé à côté de l'église. C'est là qu'ils durent creuser plusieurs mètres pour atteindre le niveau des anciennes sépultures médiévales. Peu à peu, apparurent les premières tombes monastiques, notamment les restes d'un religieux enterré avec un calice, ainsi que plusieurs autres sépultures concentrées dans cette même zone. On estime qu'environ 12 tombes furent identifiées dans cette petite zone du parking. Autrefois, cet espace correspondait au cœur sud de l'ancienne église médiévale. On savait seulement que cette partie de la construction s'était effondrée vers l'an 1500. Cette information fournit un repère chronologique important. Comme le cercueil de plomb se trouvait sous cette structure, les archéologues conclurent que l'inhumation avait nécessairement eu lieu avant l'effondrement. Autrement dit, cet homme devait avoir été enterré avant 1500, lorsque le cœur sud était encore debout, protégé par l'édifice religieux et non à l'air libre. Ainsi, on pourrait presque n'inscrire sur ce bout de papier que ceci: âge indéterminé, situé à un moment quelconque de la période médiévale, c'est-à-dire entre les années 500 et 1500. Tim connaissait le site exactement tel qu'il se présente aujourd'hui, mais pour comprendre avec précision tout ce que la fouille avait révélé, il se rendit à l'université de Leicester, où il rencontra l'archéologue Deirdre O'Sullivan. Elle explique que les plans et les dessins produits pendant la fouille représentent une véritable source d'information. Les anciennes constructions monastiques se situaient principalement dans cette région, et c'est là que sont apparues des sépultures appartenant à différentes phases d'occupation du monastère. Mais qui, au juste, a trouvé l'homme de Saint-Biz? En réalité, plusieurs personnes ont participé à la découverte du cercueil. Le premier défi fut de le retirer, une tâche extrêmement pénible, car l'objet était incroyablement lourd. Une fois sorti de la crypte, il fut transporté vers un endroit proche. Ensuite, Malcolm commença à ouvrir le cercueil. C'est à ce moment que tous poussèrent des soupirs de surprise. Une odeur inhabituelle se répandit dans l'air, faisant s'éloigner immédiatement certaines personnes. Ceux qui se trouvaient à proximité restèrent immobiles, fixant la scène, ne pensant qu'à une chose: mon Dieu. Lorsque le couvercle, ou plutôt la partie qui avait été découpée, fut soulevée, apparut devant tous un corps soigneusement enveloppé dans un linceul. Personne, là, ne s'attendait à trouver quelque chose de semblable. Il n'y avait aucune attente quant à ce que ce cercueil pourrait renfermer. Parmi les personnes présentes se trouvait Ian McAndrew, un médecin de la région, qui observait toute la scène du haut d'un tas de terre tout en filmant les événements. C'est lui
qui suggéra que la morgue de l'hôpital West Cumberland à Whitehaven pourrait peut-être accueillir le corps. Tous comprirent qu'il faudrait agir rapidement pour préserver ses restes, mais le site de la fouille ne disposait pas des infrastructures nécessaires. Par coïncidence, Ian se trouvait là ce jour-là pour une toute autre raison et, grâce à ses contacts professionnels à l'hôpital, il savait exactement à qui s'adresser. C'est lui qui se souvint d'un endroit doté d'une grande chambre frigorifique, capable de préserver le corps jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée. Heureusement, Ian McAndrew était présent. Outre son expérience médicale, il avait avec lui une caméra Super 8 domestique. À ce moment-là, il se doutait à peine qu'il allait filmer l'une des découvertes archéologiques les plus extraordinaires jamais documentées. Selon lui, il n'avait habituellement pas pour habitude d'emporter sa caméra partout. Mais il eut l'impression qu'il pourrait se passer quelque chose d'important et décida de l'emmener pour immortaliser le moment. Il admet cependant qu'il ne s'attendait absolument pas à découvrir ce qui allait apparaître sous ses yeux. Les images filmées par Ian devinrent un document historique d'une valeur inestimable, capturant exactement l'instant où le lourd cercueil de plomb fut sorti de la sépulture. C'était à l'autre extrémité de la zone de fouille, précisément là où avaient été identifiées plusieurs sépultures de moines. Tim connaissait déjà les photographies de l'autopsie, mais visionner les images de la fouille de 1981 fut une expérience totalement différente. Voir un événement d'une telle importance filmé était tout simplement impressionnant. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un, à cet instant précis, ait eu la présence d'esprit de saisir une caméra et de commencer à filmer. À ce moment-là, personne n'avait pleinement conscience de l'importance de la découverte, car le cercueil restait encore fermé. Ce n'est qu'après avoir réussi à l'ouvrir qu'ils perçurent la véritable ampleur de ce qui avait été trouvé. C'est alors que tout changea. D'abord apparut l'une des jambes exactement telle qu'elle avait été sortie du sol. Une fois le couvercle découpé entièrement retiré, le corps apparut devant tous. C'était vraiment incroyable. Pendant qu'O'Sullivan et plusieurs habitants observaient, fascinés, le cercueil était enfin ouvert pour la première fois depuis près de 700 ans. Voilà l'homme de Saint-Bise. Le couvercle de plomb ôté, il devint possible de voir clairement son état de conservation, y compris les détails du linceul, des fibres et des tissus. C'était quelque chose de véritablement extraordinaire. C'est alors que la suggestion d'Ian d'utiliser une grande chambre frigorifique aboutit au transport du corps vers la morgue d'un hôpital voisin. Une course contre la montre commençait pour empêcher que le cadavre ne commence à se décomposer. Cependant, un obstacle inattendu surgit rapidement. Toute la bureaucratie hospitalière. Impossible d'ignorer les procédures officielles. La situation devint même un peu cocasse, car l'employé chargé de l'admission insistait pour remplir tous les formulaires normalement exigés pour tout corps reçu par l'hôpital. Il demanda le nom du défunt. Personne ne pouvait répondre. Il voulut ensuite connaître le lieu du décès. La réponse fut que le corps avait été retrouvé à Saint-Bise, mais que personne n'avait la moindre idée de l'endroit où cet homme était réellement mort. On lui demanda son âge. La seule réponse possible était que personne ne le savait, bien qu'il eût été découvert la veille seulement et qu'il fût probablement mort depuis environ 700 ans. Ainsi se poursuivit toute la conversation, tentant d'adapter un cadavre médiéval au formulaire moderne d'admission hospitalière, produisant une situation à la fois sérieuse et pour le moins insolite. Le service de photographie de l'hôpital disposait, selon les standards de 1981, d'un système moderne d'enregistrement vidéo. Grâce à cela, en plus des images tournées par Ian lors de l'ouverture du cercueil, il exista également un enregistrement audiovisuel de quelque chose d'absolument unique. L'autopsie d'un homme, dont le corps était resté extraordinairement préservé, bien qu'il eût vécu et soit mort près de 7 siècles auparavant. Le responsable de l'autopsie fut le docteur Eddie Tapp. Ian McAndrew et Deirdre O'Sullivan assistèrent à toute la procédure. Dès le premier instant, tous furent profondément impressionnés par le niveau de préservation du cadavre. Lorsque le linceul fut entièrement retiré et que son visage apparut, il fut impossible de ne pas être surpris.
La conservation était exceptionnelle. On pouvait encore distinguer clairement les pupilles, l'iris et bien d'autres détails qui disparaissent normalement quelques jours après la mort. Trouver un corps enterré depuis tant de siècles dans des conditions aussi extraordinaires semblait tout simplement incroyable. Devant eux se trouvait le visage d'un homme médiéval. Sa barbe et sa peau présentaient des taches provoquées par une épaisse couche de résine de pin appliquée sur tout le linceul de lin. Les spécialistes estimèrent qu'il avait environ 40 ans. Les archéologues ont l'habitude de ne travailler qu'avec des squelettes, mais cela était complètement différent de tout ce que l'équipe avait rencontré jusqu'alors. Après des décennies passées à fouiller des dizaines de sépultures et à documenter d'innombrables squelettes, rien de semblable n'était jamais apparu auparavant, encore moins un corps conservant encore des tissus mous. En temps normal, ce genre de découverte ne fait tout simplement pas partie de ce que l'on s'attend à trouver dans un cimetière médiéval. O'Sullivan se contentait d'observer pendant que l'autopsie se poursuivait. Il devint vite évident que l'exceptionnel état de conservation ne se limitait pas à l'extérieur du cadavre. À un certain moment, Ian et les pathologistes examinèrent soigneusement l'intérieur de la cavité thoracique, jusqu'à ce que quelque chose attire l'attention de tous. Regardez ça. Serait-ce du sang? Un liquide rouge, encore peu coagulé, restait visible à l'intérieur du corps d'un homme mort depuis des siècles. Cette découverte représenterait par la suite un indice important pour comprendre la véritable cause de sa mort. Pendant l'analyse, le foie fut soigneusement sectionné en 2 ou 3 endroits, afin de permettre un examen plus détaillé de ses tissus et de son état de préservation. En suivant l'autopsie, on pouvait clairement observer la première, la deuxième et la troisième incision réalisées. La dernière présentait une teinte rosée, tandis que la première, faite environ 1 minute plus tôt, avait déjà pris une teinte brunâtre. On pouvait constater sous ses propres yeux la lente transformation de la couleur, passant du rose au brun. Ce phénomène résultait de l'action de l'oxygène. Au contact des tissus, des organes internes et de l'intestin, l'air provoquait l'oxydation. Les examens ne révélèrent aucun signe de maladie ni d'infection. Grâce à l'analyse du contenu de l'estomac, les spécialistes purent identifier son dernier repas, un mélange semblable à une bouillie d'avoine au raisin sec. Tout indiquait que cet homme jouissait d'une bonne santé au moment de sa mort. Cependant, ce fut l'analyse des os qui commença à révéler des indices importants sur les circonstances de la mort. La mâchoire présentait 2 fractures distinctes, indiquant qu'il avait reçu un coup violent au visage. De plus, plusieurs côtes étaient brisées, suggérant un fort impact au niveau du thorax. Tels étaient les principaux traumatismes identifiés par les experts. Les côtes brisées et la présence de sang accumulé dans la cavité thoracique laissaient présager une probable cause de décès. Les fragments osseux avaient perforé le poumon, ou du moins la membrane qui le recouvre, provoquant un pneumothorax. Sans traitement immédiat, cette affection est généralement fatale, bien que la survie reste possible dans certains cas. Dans le cas de l'homme de Saint-Bise, cependant, le tableau était encore plus grave. Outre le pneumothorax, il souffrit également d'une intense hémorragie interne dans le thorax, caractérisant un hémothorax. La combinaison de ces lésions fut très probablement responsable de sa mort. Mâchoire brisée, côte fracturée et poumons perforés révélaient une fin extrêmement douloureuse. Pourtant, la question la plus importante restait sans réponse. Comment ces blessures avaient-elles été causées? Les preuves indiquaient un traumatisme de grande intensité provoqué par un impact contondant. Mais il n'existait aucune marque indiquant l'usage d'une arme spécifique, telle qu'une épée ou une lance. Il n'y avait pas de temps pour de longues spéculations. L'autopsie devait être achevée afin que le corps puisse être rendu à son lieu de repos. Il n'était pas possible de laisser le cadavre occuper des installations hospitalières plus longtemps, surtout aux frais du Service national de santé, et Leicester ne disposait pas non plus d'une structure adaptée pour prolonger l'enquête. On décida donc de procéder à une nouvelle inhumation. Lors d'une cérémonie simple, l'homme fut réenterré dans l'église de Saint-Bise, où il repose encore aujourd'hui.
Même après la conclusion de l'enquête médico-légale, son identité demeurait un grand mystère. Dès lors commençait un nouveau chapitre, la recherche historique. L'historien local John Todd se donna pour mission de découvrir qui était cet homme. Tout commença par une question posée lors des funérailles. Quel était son nom? À partir de là, Todd entama une vaste recherche à la recherche de quelqu'un suffisamment important pour avoir été enterré dans un lieu aussi prestigieux que le chœur sud de l'église. L'hypothèse selon laquelle il aurait été membre du clergé perdit rapidement du terrain. Bien que d'autres religieux fussent enterrés dans cette zone, cet homme avait été placé aux côtés d'une femme, ce qui était incompatible avec le célibat exigé des clercs à l'époque. Cela amena les chercheurs à considérer qu'il appartenait probablement à une famille noble de l'Angleterre médiévale, sans doute entre le milieu et la fin du XIVe siècle. Au départ, l'un des principaux candidats était John de Harrington, décédé en décembre 1298. Pendant un certain temps, cela sembla être l'explication la plus plausible. Cependant, John Todd concentra ensuite son attention sur une autre lignée importante, la famille de Lucy. Parmi ses membres se trouvait Sir Anthony de Lucy, un puissant propriétaire terrien de la région de Saint-Bise qui devint rapidement le principal candidat. Il y avait toutefois un problème concernant la femme enterrée à ses côtés. La tombe avait été agrandie ultérieurement, indiquant qu'elle avait été inhumée après l'homme. L'épouse de John de Harrington, par exemple, était morte avant lui, ce qui rendait cette hypothèse incohérente. Quant à l'épouse d'Anthony de Lucy, elle mourut à Londres, à l'âge de 70 ans, tandis qu'une autre candidate possible s'était remariée, ce qui diminuait encore la probabilité qu'elle ait été enterrée aux côtés de son mari. Ces difficultés amenèrent John Todd à envisager une autre possibilité. Et si ces ossements appartenaient à un autre membre de la famille? La fille d'Anthony mourut encore enfant, mais sa sœur, Maud de Lucy, était l'une des femmes les plus influentes et les plus riches du nord de l'Angleterre à cette époque. Ses restes furent désormais identifiés simplement comme le squelette S.K.Sen. Une autre découverte renforça encore cette théorie. Le chercheur local Doug Sim trouva, parmi les pierres de l'ancien prieuré, un fragment d'un blason. L'écu réunissait les symboles de la famille de Lucy et ceux de la puissante famille Percy. Une telle combinaison ne pouvait exister qu'après le mariage de Maud de Lucy avec un membre des Percy. Si le squelette S.K.Sen était réellement celui de Maud de Lucy, alors tout indiquait que l'homme de Saint-Bise serait, en effet, Sir Anthony de Lucy. Les archives historiques montrent que Sir Anthony mourut en 1368, une date compatible avec l'inhumation d'un personnage important dans le chœur sud de l'église avant l'an 1500. Bien qu'il possédât de vastes propriétés dans d'autres régions, Saint-Bise semblait occuper une place particulière dans sa vie, peut-être parce qu'elle représentait son centre spirituel. En tant que chevalier, Anthony participa à des campagnes militaires le long des frontières entre l'Angleterre et l'Écosse. Il est possible qu'il ait subi certaines des blessures identifiées lors de ces affrontements. Alors que toutes les pièces semblaient déjà commencer à s'assembler, l'enquête subit un dur coup. Peu de temps après, John Todd fut victime d'une crise cardiaque et mourut subitement. Sa mort représenta une perte immense pour tous ceux qui suivaient à Lille l'étude de l'histoire locale. Chris Robson décida de poursuivre les recherches entamées par Todd. Il subsistait toutefois un obstacle majeur pour confirmer définitivement l'identité de l'homme de Saint-Bise. Les archives historiques affirmaient que Sir Anthony de Lucy était mort à l'étranger. Si cela était vrai, comment son corps aurait-il pu être enterré à Saint-Bise, en Angleterre? Au Moyen-Âge, transporter un cadavre sur de grandes distances était une tâche extrêmement rare. Les difficultés logistiques étaient énormes et le coût très élevé. Seuls des rois ou des personnages d'une importance exceptionnelle pouvaient accomplir une telle chose. De plus, il n'existait aucune méthode de réfrigération capable de préserver un corps pendant d'aussi longs voyages. Pour que les restes arrivent dans un état acceptable,
Il fallait les soumettre à des procédés de conservation spécifiques, offrant au moins une chance qu'ils puissent être transportés jusqu'à leur destination finale sans se détériorer complètement. Le corps était placé à l'intérieur d'un cercueil de plomb et enveloppé dans un tissu de lin imprégné de résine. Malgré cela, il n'avait pas été préparé intentionnellement pour la préservation de la même manière que les momies de l'Égypte antique. Ses organes internes restaient intacts, y compris les intestins, qui n'avaient jamais été retirés. Cela soulevait un grand mystère. Comment ce corps avait-il pu rester en si bon état pendant un voyage qui aurait pu durer des semaines, voire des mois, avant de retourner en Angleterre? De nombreuses questions restaient encore sans réponse. Un autre indice apparut lors des examens réalisés par les pathologistes. À l'époque, cette découverte suscita une certaine inquiétude chez Yann et toute l'équipe responsable de l'enquête. Disséminés dans les organes internes se trouvaient d'innombrables petits granules de couleur jaunâtre. À première vue, cet aspect rappelait la tuberculose miliaire, une maladie qui produit de petits nodules jaunes répartis dans divers organes du corps. Naturellement, une inquiétude immédiate surgit. Si le cadavre était resté préservé aussi longtemps, les bactéries auraient-elles pu, elles aussi, survivre? Cette possibilité rendit tout le monde particulièrement inquiet. Par la suite, cependant, les chercheurs découvrirent que ces petits granules n'étaient que des signes d'infection. Il s'agissait en réalité de cristaux d'adipocire. Cette substance apparaît généralement dans des contextes archéologiques lorsque certaines conditions environnementales se combinent. L'humidité retenue sous la couche de résine, associée aux variations de température, interrompit le processus naturel de décomposition. Il en résulta que l'homme de Saint-Bis resta extraordinairement préservé, presque comme s'il se trouvait dans un état d'animation suspendu, donnant l'impression que sa mort remontait à très peu de temps. Face à ces éléments, l'hypothèse selon laquelle le corps pourrait réellement appartenir à Sir Anthony Lucy devenait de plus en plus plausible. Après la mort de John Todd, la curiosité de Chris ne fit que croître. Il sentait que de nombreux aspects de cette histoire restaient incomplets et qu'il fallait encore assembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre exactement ce qui s'était passé. Avec le temps, de nouvelles informations apparurent, tandis que d'autres indices se dispersaient dans différentes archives et documents. John Todd avait découvert qu'Anthony Lucy était probablement mort au cours d'une croisade. Cependant, à cette époque, les croisades ne se déroulaient plus en Palestine. Au XIVe siècle, le terme « croisade » désignait également des campagnes militaires menées par des chrétiens contre des peuples considérés comme païens. C'est à cette période qu'Anthony se rendit dans le nord de l'Europe, en direction de la Prusse. Des registres financiers conservés détaillaient les préparatifs faits par Anthony pour participer à cette expédition aux côtés d'autres chevaliers anglais. Parmi eux se trouvait un homme nommé Sir John de Moulton. Les documents révélaient que John de Moulton et Anthony Lucy avaient tous deux sollicité des emprunts auprès de la même personne à seulement une semaine d'intervalle. Les registres affirmaient clairement que John se rendrait en Prusse, sans toutefois mentionner explicitement la destination d'Anthony. Malgré cela, tout indiquait qu'ils voyageraient ensemble. Pour John Todd, il s'agissait d'une hypothèse extrêmement probable, même s'il manquait encore une preuve définitive. C'est alors que survint l'un des plus grands rebondissements de toute l'enquête. Parmi les documents liés à la famille de Moulton, se trouvait une lettre oubliée depuis des siècles. Chris finit par trouver exactement ce qu'il cherchait. Le manuscrit était conservé au Magdalen College, à Oxford. Daté de novembre 1367, le document contenait un message écrit par Sir John de Moulton à son épouse. À un certain passage, il affirmait « Chère épouse, je pars pour la Prusse accompagné de mon ami Anthony Lucy. » La découverte fut surprenante. Il était impossible de ne pas se demander où ce document était resté caché pendant si longtemps. Pour la première fois, il existait une preuve documentaire directe confirmant que les deux hommes avaient réellement voyagé ensemble jusqu'en Prusse.
Cette lettre représenta une avancée considérable pour l'enquête. Pour la première fois, il existait des preuves concrètes qu'Anthony Lucy avait quitté l'Angleterre cette même année, 1367, peu avant sa mort. Au Magdalen College, Chris rencontra l'archiviste Robin Darwell Smith pour examiner personnellement le précieux document, soigneusement conservé parmi des milliers de manuscrits historiques. Robin l'accueillit dans la salle des documents de la faculté, et Chris ne cacha pas son émotion. Cette archive était extraordinaire. Robin expliqua que le système de rangement remontait au XVe siècle et que son travail consistait à préserver ces documents de la même manière que d'innombrables archivistes l'avaient fait pendant des centaines d'années. Il ouvrit ensuite une armoire contenant des registres liés à Moulton Hall et en retira soigneusement la lettre, expliquant que le document avait été restauré et aplani quelques années plus tôt afin d'assurer sa conservation. Il s'agissait d'une lettre écrite par Sir John de Moulton à son épouse en 1367, peu avant son départ pour la croisade en Prusse. Chris observait le manuscrit avec une émotion visible, conscient qu'il s'agissait peut-être de la première fois que quelqu'un lié à l'histoire de Saint-Bise avait un contact direct avec la lettre qui prouvait tout cela. Bien qu'elle fût écrite en français médiéval, Robin entreprit d'en traduire le contenu. La manière respectueuse et, en même temps, affectueuse dont John s'adressait à son épouse attira l'attention. Dans l'un des passages, la lettre disait clairement « Sachez qu'Anthony Lucy, moi-même et toute notre compagnie, entamons notre voyage vers les terres de Prusse. » Robin confirma que le mot utilisé ressemblait à « Spruce », mais qu'il désignait bien la Prusse, confirmant que le groupe s'y rendait effectivement. Au bas du document figurait encore la mention rédigée à Londres lors de la fête de Saint-Clément, correspondant au 23 novembre 1367. La lettre prouvait définitivement qu'Anthony Lucy se dirigeait vers la Prusse et, par la suite, vers la région de l'actuelle Lituanie. Pour John de Moulton, ce document représentait les adieux à l'épouse et au foyer qu'il ne reverrait jamais. Pour Chris, cependant, cette découverte portait aussi une pointe de tristesse. L'historien local John Todd avait consacré des années de sa vie à rechercher précisément cette preuve documentaire, convaincu qu'elle existait quelque part. Il mourut malheureusement avant de l'avoir découverte. Chris confia, ému, qu'il avait toujours imaginé qu'un jour cette preuve apparaîtrait, et regretta que John n'ait pas vécu assez longtemps pour être témoin de ce moment. Désormais, cependant, il disposait de l'argument le plus solide de toute l'enquête pour soutenir que l'homme de Saint-Bise était bien Sir Anthony Lucy. En approfondissant encore ses recherches, Chris découvrit qu'Anthony Lucy, John de Moulton et leurs compagnons ne seraient pas seuls à leur arrivée en Prusse. Ils combattraient aux côtés de l'un des ordres militaires les plus puissants de l'Europe médiévale. Les chevaliers teutoniques, officiellement connus sous le nom d'Ordre des Frères de la Maison allemande de Sainte-Marie de Jérusalem. Cette révélation rendit l'histoire encore plus fascinante. Chris décida alors de contacter des spécialistes des croisades médiévales. Parmi eux se trouvait l'historien Tim Guard, auteur d'études importantes sur le XIVe siècle. En lui écrivant, il expliqua qu'il enquêtait sur un chevalier nommé Anthony Lucy et soupçonnait qu'il ait pu servir parmi les chevaliers teutoniques. La réponse surprit Chris. Tim reconnut le nom immédiatement, bien qu'il souhaitât le vérifier dans ses propres notes avant de répondre avec certitude. Chris fut stupéfait. Il s'attendait à ce que l'historien ne connaisse même pas le personnage, mais, à sa grande surprise, celui-ci reconnut le nom sur le champ. Plus tard, Tim expliqua que Chris l'avait contacté par email pour lui demander s'il existait un lien entre ce qu'il avait découvert et ce que l'on sait des croisades du XIVe siècle. Au début, avoue-t-il, il accueillit cette hypothèse avec beaucoup de scepticisme, mais estima que cela valait la peine d'examiner soigneusement toutes les preuves avant de tirer une quelconque conclusion. Pendant longtemps, il se demanda si cela ne représentait qu'une curiosité passagère ou s'il y avait quelque chose de plus profond, presque comme un lien affectif inattendu. Après avoir davantage étudié le sujet,
il décida de s'entretenir avec le groupe d'histoire de Saint-Biz. À mesure qu'il rassemblait davantage d'informations, les preuves commencèrent à former un tableau convaincant, et les liens qu'il percevait semblaient suffisamment solides pour justifier une enquête véritablement sérieuse. Tim Guard mena une recherche détaillée sur les registres des nobles anglais du XIVe siècle ayant participé aux campagnes de défense de la chrétienté. Cette étude aida à comprendre pourquoi tant de chevaliers anglais se sentaient attirés par les expéditions militaires dans la Baltique, connues par la suite sous le nom de croisades du Nord. À partir des années 1190, lorsque les croisades destinées à la Terre Sainte commencèrent à perdre de leur élan, le foyer de l'expansion militaire chrétienne se déplaça vers des régions plus proches de l'Europe, notamment le nord du continent et les rives de la mer Baltique, où plusieurs communautés païennes résistaient encore. Dans ce contexte, l'ordre des chevaliers teutoniques devint la principale force chargée de mener ces campagnes. Cependant, vers les années 1360, l'ordre peinait à maintenir ses effectifs et dépendait de plus en plus de l'arrivée de chevaliers venus de différents royaumes chrétiens. Les motifs qui poussaient ces hommes à rejoindre les expéditions étaient variés. Certains recherchaient le prestige et l'honneur chevaleresque, d'autres croyaient s'assurer des bienfaits spirituels, tandis que beaucoup souhaitaient simplement acquérir de l'expérience militaire. Pour des chevaliers anglais comme Anthony Lucy, qui vivaient une période relativement calme dans leur pays natal, avec peu de perspectives de nouveaux conflits contre la France, ces campagnes représentaient une occasion rare de prouver leur valeur. Beaucoup d'entre eux avaient beaucoup manqué l'occasion de combattre lors de grands affrontements comme Crécy ou Poitiers et aspiraient à démontrer leur courage sur un autre champ de bataille. Les années 1360 étaient marquées par une sorte de stagnation militaire pour de nombreux jeunes nobles anglais. Ils connaissaient très bien la réputation bâtie durant le règne d'Édouard III et admiraient les exploits des célèbres armées anglaises. Naturellement, ils souhaitaient acquérir une réputation semblable. Dans certains cas, participer aux campagnes des chevaliers teutoniques était vu presque comme un long voyage d'aventure. Beaucoup restaient dans la région environ 6 mois, prenaient part aux combats, puis rentraient chez eux avec le prestige d'avoir été croisés. Certains étaient animés par la foi, mais d'autres voyaient cette expérience comme un moyen de rehausser le nom de leur famille ou d'acquérir une reconnaissance sociale. Revenir en disant avoir servi comme croisé représentait une distinction importante parmi la noblesse de l'époque. Il existe même une lettre écrite par un chevalier français racontant qu'il avait décidé de combattre aux côtés des chevaliers teutoniques pendant une certaine période, parce que, à ce moment-là, la guerre offrait des occasions qu'il aurait difficilement trouvées ailleurs. Fort de l'expérience acquise lors des affrontements à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, Anthony Lucy attendait probablement avec enthousiasme sa participation à ces campagnes baltes. On pense qu'il arriva en Lituanie au début de l'année 1368, voyageant par bateau et remontant le fleuve Niemen. La logistique de ces expéditions était soigneusement planifiée. Les principales offensives avaient d'eau lieu durant l'hiver lorsque les marais restaient gelés et permettaient de déplacer les troupes bien plus facilement. Une pause dans les opérations survenait pendant Noël, puis de nouvelles actions militaires étaient menées en été, lorsque le sol sec favorisait les mouvements des armées. La géographie de la région était extrêmement difficile, rendant ces fenêtres climatiques essentielles au succès des campagnes. En s'enfonçant à l'intérieur des terres lituaniennes lors d'une incursion militaire, Lucy chevauchait probablement aux côtés d'autres chevaliers, appuyés par des contingents d'infanterie à pied. L'objectif de ces expéditions était de repérer et d'attaquer des groupes païens, qu'il s'agisse de combattants ou de civils n'ayant pas réussi à fuir à temps. Les grandes batailles rangées étaient relativement rares. La plupart du temps, les affrontements consistaient en escarmouches brèves et extrêmement violentes ou en sièges prolongés contre des forteresses ennemies. À certaines occasions, les chevaliers teutoniques eux-mêmes organisaient des opérations militaires qui servaient également à impressionner leurs invités étrangers,
dont le soutien financier était indispensable pour maintenir les campagnes en activité. La plupart du temps, les participants croyaient qu'ils rentreraient sains et saufs. Pourtant, comme Antoni Lucy finit par le découvrir, toutes les croisades ne connaissaient pas l'issue espérée, ni ce que beaucoup appelaient le plan divin. Il est frappant de constater que, plus de 30 ans après la découverte de cet homme de Saint-Bise, Chris put littéralement suivre ses traces en Lituanie, marchant dans des paysages très semblables à ceux qu'Antoni avait contemplés environ 700 ans plus tôt. Même sans voir ses empreintes, il est possible d'imaginer ce qu'était vivre, combattre et affronter la possibilité constante de la mort dans cet environnement. Des décennies après l'identification du corps découvert à Saint-Bise, un autre homme, lié à la même histoire, se rendit en Lituanie. Selon les études menées par les historiens, c'est dans cette région qu'Antoni Lucy et plusieurs chevaliers anglais débarquèrent. À environ 50 km à l'ouest de Vilnius se trouve Kaunas. Le château de la ville domine le confluent des fleuves Niemen et Neris, une position d'une immense importance stratégique au XIVe siècle. C'est dans cette zone que très probablement Antoni Lucy trouva son destin. Tout indique qu'il se trouvait là entre août et septembre, la date la plus probable de sa mort se situant à la mi-septembre, une période qui coïncide presque exactement avec celle de la visite moderne sur les lieux. Le même soleil éclaire le paysage, les oiseaux continuent de traverser le ciel et le fleuve poursuit son cours pratiquement inchangé. Bien qu'il soit impossible de voir ses traces, se trouver dans ce décor permet de réfléchir à son parcours. Pour qui suit cette histoire, il s'agit d'une expérience fascinante et, en même temps, d'un immense privilège. Durant les années 1360, le château fut assiégé à plusieurs reprises et changea plusieurs fois de main entre les deux camps du conflit. Aucun ne parvint à obtenir un avantage définitif, et la guerre resta longtemps enlisée, se transformant en un épuisant conflit d'usure. Si la situation était déjà difficile pour les soldats, elle était encore plus dévastatrice pour les habitants de la région. L'historien David Nicholl, auteur d'innombrables études sur les guerres médiévales, accompagna Chris à Kaunas pour l'aider à reconstituer ce qu'Antoni Lucy avait probablement affronté sur ces lieux. Aujourd'hui, le château fait office de musée, mais les fouilles archéologiques menées lors de sa restauration ont révélé des indices importants sur l'ampleur, les détails et l'extrême violence des combats qui s'y sont déroulés. Après un siège d'environ 1 mois, au printemps de 1362, la forteresse fut finalement conquise par les chevaliers teutoniques. La garnison chargée de sa défense comptait des centaines d'hommes, dont seulement environ 36 survécurent à l'attaque. Même face à des pertes aussi lourdes, les Lituaniens ne pouvaient abandonner une position aussi stratégique. Quelques années plus tard, ils construisirent une nouvelle forteresse à environ 7 km de là. Contrairement à la précédente, cette nouvelle structure était principalement faite de bois et de terre, plutôt que de pierre et de briques. Déterminés à éliminer également cette position défensive, les chevaliers teutoniques organisèrent une nouvelle offensive. Partant de leur base le long du fleuve Niemen, ils entamèrent une nouvelle campagne de siège, poursuivant une guerre qui semblait sans fin. Les archives parvenues jusqu'à nos jours indiquent que c'est durant cette campagne militaire que Lucy et les chevaliers anglais combattirent aux côtés de leurs compagnons de l'ordre teutonique. Mais comment se déroulaient réellement ces affrontements? Existait-il des règles? D'une certaine manière, il est difficile d'affirmer que oui. Dans ce contexte, en particulier lorsque l'ennemi était considéré comme païen, les sièges figuraient parmi les formes de combat les plus violentes. C'étaient des conflits où il n'y avait presque aucune place pour des gestes d'honneur ou de miséricorde. Au Moyen Âge, la guerre de siège représentait quelque chose de comparable à ce que seraient plus tard les guerres de tranchées. C'était l'étape la plus cruelle d'une campagne militaire. Lorsque la garnison d'un château ou d'une fortification refusait de se rendre, l'issue était généralement dévastatrice. C'est à ce moment-là que les deux camps se retrouvaient engagés dans des combats directs, au corps à corps, où la survie dépendait de la force et de l'endurance.
Si les assaillants parvenaient finalement à briser les défenses et à envahir la forteresse, les coutumes militaires de l'époque entraient en vigueur. Il n'existait pas de loi de guerre formelle telles que nous les connaissons aujourd'hui, mais il existait des codes de conduite largement acceptés. Ceux qui résistaient jusqu'à l'invasion étaient tenus responsables des conséquences. En ne se rendant pas avant la prise du lieu, ils perdaient tout espoir de clémence. C'était une réalité extrêmement dure. Os brisés, membres amputés et morts innombrables faisaient partie de ce tableau. Lorsque les croisés ou les chevaliers teutoniques franchissaient les murailles, le résultat était souvent un massacre. Sous quelque forme que ce soit, la guerre médiévale était profondément meurtrière. Il est impossible de savoir avec certitude quelles circonstances provoquèrent les blessures fatales de Lucie, mais les lésions identifiées permettent de formuler certaines hypothèses. Tout indique qu'il reçut un impact violent à la tête ou sur le côté du visage, suffisant pour fracturer sa mâchoire. Étant un chevalier de haut rang, il utilisait certainement un casque d'excellente qualité. Le doute subsiste néanmoins quant à l'usage d'une visière. Bien qu'elle offrît une meilleure protection du visage, elle réduisait également considérablement la vision, obligeant de nombreux guerriers à choisir entre sécurité et visibilité. S'il ne portait pas cette protection supplémentaire, son visage restait vulnérable. Un coup puissant pouvait atteindre le côté de la tête et le faire tomber. La chute, surtout si elle survenait d'une certaine hauteur, pouvait provoquer des fractures des côtes et perforer un poumon, entraînant sa mort quelque temps plus tard. Même vêtu d'une armure à plaques ou d'une autre armure renforcée, cela n'aurait pas empêché ce type de traumatisme. Tout comme c'est le cas avec les gilets pare-balles modernes, l'armure pouvait bloquer les coupures et les perforations, mais la force de l'impact pouvait encore se transmettre au corps, brisant des os et causant de graves lésions internes. Il ne reste plus qu'à entreprendre un dernier voyage en quête de réponse. Aujourd'hui, l'emplacement exact de New Kaunas demeure inconnu. Chris et David parcourent la région d'Ulsan, là i Dafiler Chansian pour observer de près le paysage sauvage, où très probablement se trouvait la fortification. C'est quelque part dans ces environs qu'eut lieu le dernier combat de Lucie. Arriver jusque-là est probablement ce qu'on pourra faire de plus proche du véritable site de New Kaunas. On ne peut que regarder cette terre et imaginer que, quelque part, en l'an 1368, c'est là qu'il trouva son destin. L'emplacement exact ne sera peut-être jamais connu. Les événements de ce jour-là resteront probablement entourés de mystères à jamais. Ce que l'on sait, c'est que l'affrontement se termina par la mort de Lucie, de deux autres chevaliers anglais et, très probablement, de nombreux combattants des deux camps. Les recherches menées par Chris ont permis de rassembler des fragments importants de cette histoire, étudiés par des chercheurs pendant des décennies. Lorsqu'il entama son travail pour comprendre le parcours de Lucie, il pensait qu'il suffirait de relier quelques éléments. Mais, à mesure qu'il avançait, il se rendit compte que chaque réponse faisait naître de nouvelles questions. Plutôt que d'aboutir à une conclusion définitive, le récit semblait s'étendre continuellement. Aujourd'hui, il pense que ce processus n'aura sans doute jamais vraiment de fin. Pendant longtemps, il a imaginé qu'un moment viendrait où il serait possible de mettre un point final à l'enquête. Cependant, son épouse lui rappelait toujours que l'histoire ne se termine jamais réellement. Il existe toujours un détail de plus, une nouvelle découverte ou une autre interprétation capable d'enrichir ce que l'on sait déjà. Plus de 30 ans après les premières fouilles, réalisées dans les années 1980, il devint possible de réunir suffisamment de preuves pour reconstituer, de façon beaucoup plus complète, l'histoire de l'homme de Saint-Bise. Sir Anthony Lucy fut un chevalier anglais du XIVe siècle qui combattit les Écossais et, par la suite, hypothéqua des terres ou des propriétés pour participer aux croisades du Nord. Ses motivations furent peut-être la foi, le désir d'acquérir de l'expérience militaire ou simplement la quête d'honneur. Pourtant, il y avait bien peu de gloire dans les violents sièges menés à Kaunas. Dans une région ravagée par des années de conflits, il reçut la nouvelle qu'il participerait à l'assaut
contre une nouvelle fortification païenne. Les marques retrouvées sur son corps suggèrent qu'il se trouvait parmi les hommes positionnés en première ligne. Il fut peut-être l'un des premiers à tenter de percer les défenses et de franchir les murailles. Mais les défenseurs résistèrent avec une immense détermination. Ils savaient que, s'ils étaient vaincus sans se battre jusqu'au bout, ils seraient difficilement épargnés. De plus, ils défendaient leur propre terre, combattant sur leur territoire. L'avancée des assaillants finit par s'essouffler. C'est alors que Lucie subit ses blessures. Un coup extrêmement violent lui brisa la mâchoire, puis une chute, aggravée par le poids de son armure, lui fractura les côtes et lui perfora un poumon. Ses compagnons d'armes, chevaliers ou fantassins, réussirent à le sortir de la ligne de combat, le protégeant, tandis que les défenseurs lançaient des salves successives de flèches pour entraver la retraite. Il aurait ensuite été transporté en bateau sur le fleuve Niémen. Peut-être était-il encore en vie durant ce trajet. Peut-être mourut-il avant même d'atteindre sa destination. En tant que chevalier étranger ayant donné sa vie pour la cause des croisades, il est possible que les chevaliers teutoniques aient souhaité lui offrir une sépulture digne des honneurs militaires. Quoi qu'il en soit, des amis, des compagnons ou des serviteurs semblent avoir décidé d'honorer une promesse ou d'exaucer un dernier vœu. Son corps fut soigneusement enveloppé dans un linceul de lin, scellé de résine pour sa préservation, puis protégé par une enveloppe de plomb. Il entama ensuite son ultime voyage de retour vers son pays, traversant la mer jusqu'aux belles et sauvages collines du nord de l'Angleterre, où ses restes reposent encore aujourd'hui.